autrement, ça nous donne ça. Et ici, finalement, les petits carrés noirs, c'est la position de la caméra dans l'espace. Donc je rappelle qu'en entrée, j'ai mis ça dans mon ordinateur. Et puis tous les points bleus, c'est des points de l'environnement que j'ai reconstruit. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien, ça sert à quoi? Bah, ça veut dire que dans une pièce comme ça, je prends ma caméra à la main et je vais retrouver la trajectoire de la caméra. Si j'essaye de faire le parallèle avec les navettes autonomes, à quoi ça sert? Donc je vais essayer de vous le montrer. C'est très simple, entre guillemets. C'est que finalement, on va conduire une première fois le véhicule manuellement. Ça va prendre une séquence vidéo. Et je vais travailler un peu comme un magnétophone, sauf que c'est une séquence vidéo. Je vais reconstruire l'environnement. Ça, c'est un traitement informatique. Et puis, quand le véhicule va être en autonomie, entre guillemets, une image, il va comparer à cette base 3D et on va pouvoir calculer sa position. Alors pourquoi? Ben finalement, si vous avez ici donc, une image, vous avez un objet, ben finalement, il n'y a qu'une position dans l'espace qui va nous donner cette image. Donc on sait recalculer sa position. Alors, illustrer d'une autre manière, c'est la même chose, illustrer un peu. Là, on a une image, on a notre base 3D. Comme on a des petites facettes avec leur apparence, on sait les mettre en correspondance. Et si on sait se mettre en correspondance, on sait calculer la position. Alors, voilà ce que ça donne sur ma séquence. Ici, vous avez le petit carré jaune, c'est mon véhicule qui est en train de reproduire cette trajectoire. Ça, c'était l'image acquise qui a donné cette trajectoire. Ça, c'est ce qu'on voit instantanément. Et entre autres, on voit qu'au passage, la neige a fondu, ce qui n'empêche pas, finalement. Dans le virage, mon véhicule a coupé un petit peu, je le ramène sur sa trajectoire. Et là, j'ai un véhicule qui est capable de reproduire cette trajectoire autant de fois que je le veux. Alors, une fois que cette techno a été mise au point, on a eu des sollicitations de partout, et entre autres, par exemple, Airbus nous a demandé de descendre sur son site de production pour essayer de faire un déplacement de personnel, en sachant que sur ce site-là, il y a des bus qui font la navette, et on a à déplacer le personnel. Bon, on en a tiré plein de leçons, entre guillemets. Je vais passer très vite, mais entre autres, on voit sur cette image que la trajectoire qu'on a suivie, entre guillemets, elle était est-ouest. Et on avait une caméra placée à l'avant du véhicule, une seule, et on s'est retrouvé avec soit au soleil couchant, soit au soleil levant, avec des éblouissements. Donc finalement, on s'est dit, c'est simple, on va mettre deux caméras, une à l'avant, une à l'arrière. Donc si elle est éblouie devant, derrière, elle sera rétroéclairée, ça sera... Et à part ça, bon, ça permet, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'éviter finalement une dérive du facteur d'échelle, parce que lorsque une caméra vidéo, c'est une projection de 3D sur un plan 2D. Alors je vais essayer d'imaginer les choses. Si vous regardez un cube d'1 mètre d'arête à 3 mètres, ou un cube de 10 mètres d'arête à 30 mètres, c'est la même image. Donc on n'a pas de facteur d'échelle. Et le fait de mettre deux caméras avec un bras de levier qui était fixe, eh bon, on n'a plus ce problème-là. Là, on voit qu'on dérivait dans la reconstruction de notre trajectoire. Avec deux caméras, c'est absolument nickel. Voilà. Et puis, voilà illustré ce que ça donne. Là, on a un véhicule et on voit que lorsqu'on essaye de localiser ce véhicule, chaque fois qu'on a mis en correspondance des points 3D de l'environnement, donc mes petits points verts ici, avec l'image, eh ben, on a deux faisceaux extrêmement denses qui convergent. Et là où ça converge, c'est la position du véhicule. Et là, on retombe avec des précisions qui sont l'équivalent du GPS différentiel. On est à 2-3 cm près de précision. Alors, finalement, ça, je rejoins mon discours tout à l'heure de dire qu'on a essayé d'aider finalement à l'innovation en essayant d'en faire un produit. On a été voir le pôle de compétitivité Viameca. Les pôles, c'est des choses qui ont été créées en 2005, qui sont là pour faire le lien entre les laboratoires de recherche et des industriels, pour essayer de faire de l'innovation. Et typiquement, Viameca nous a fait rencontrer les automobiles Ligier, et est né un projet qu'on a appelé VIPA, pour véhicule individuel public autonome. En fin de compte, c'est la définition de la navette autonome. C'est un petit véhicule électrique qui va travailler dans des environnements protégés, à des vitesses faibles, sur les derniers kilomètres, mais en toute sécurité. Donc en fin de compte, ce véhicule, il a été présenté en 2011 au Challenge Bibendum à Berlin. Donc le voilà en mode opérationnel. Donc là, il n'y a pas de chauffeur, il y a deux caméras qui le guident. Il a été expérimenté
au CHU Estin à Clermont-Ferrand. Alors c'est un hôpital moderne, mais le parking il est là avec des panneaux solaires et le parvis est là. Et là il y a 350 mètres. Alors lorsqu'on est en bonne santé ça va, mais des fois quand on va à l'hôpital c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Donc on a mis cette navette-là pendant plus d'1 an et il y a eu effectivement des retours d'expérience extrêmement intéressants. Et l'IGE sont repartis de cette base. Alors est-ce que le... On ne va pas l'entendre. C'est les commentaires des personnes qui empruntaient la navette. Je ne sais pas si vous entendez. Non. Bon, je vais couper, c'est pas très grave. Toujours est-il qu'il y a eu un accueil extrêmement positif de ce véhicule, à part le nom. Le VIPA dans un monde hospitalier, ça ne le fait pas du tout. Donc il fallait... On avait des choses comme ça, mais après... l'IGE en a profité pour repartir d'une feuille blanche et de dessiner un nouveau véhicule. Par exemple, il n'y avait pas d'accès à bord pour les PMR. C'est des choses qui se sont énormément améliorées. Et ce véhicule, donc, il a été présenté là, au dernier Challenge Bimandom à Chengdu en Chine avec effectivement une version plus moderne. Il a été testé sur le site de recherche Ladou où on a mis là une flotte de 5 véhicules. Donc en fin de compte, on a pu le faire travailler soit en mode tram, ça c'était plutôt aux heures de pointe où il y avait une affluence importante. Donc les 5 véhicules suivaient les mêmes trajectoires. Et puis en heure creuse, il était en mode taxi, on pouvait l'appeler avec un téléphone portable et il vous déplaçait sur le site qui fait 70 hectares. Voilà. Alors, simplement pour dire qu'on voit qu'entre une idée dans un laboratoire en 2003 et un produit, ben, il faut 10 ans. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement long. Alors j'ai pratiquement fini mon exposé et je dois à peu près respecter le temps. Bon, la technologie de guidage, entre guillemets, avec de l'odométrie visuelle, c'est opérationnel, c'est vraiment quelque chose de frugal, très très peu cher. Une caméra, les 2 caméras et le calculateur, 1000 €, ça marche, donc il n'y a pas de souci. Les navettes autonomes sur des sites protégés, la technologie est propre et mûre. Il y a un problème, c'est un problème de législation. Pour l'instant, c'est la Convention de Vienne. Dans chaque véhicule, il doit y avoir un conducteur. Et donc, toutes les expérimentations qui sont faites actuellement à travers des navettes, elle est un peu en train de changer la législation, mais il y a un groom à bord qui est là pour respecter le code de la route. Et donc ça, c'est des choses qui devraient changer. Bon, on continue à travailler là-dessus, sur ce sujet-là. Vous avez un véhicule, il est très intéressant parce qu'il a 2 trains directeurs, ce qui fait qu'un gros véhicule comme ça, qui est de la taille un peu en prise au sol, c'est une Golf, on arrive à le faire passer dans des ruelles extrêmement étroites, avec 10 cm de part et d'autre par rapport au trottoir, et ça marche très très bien. Donc on a là, les gens qui travaillent sur le contrôle-commande se sont vraiment fait plaisir à faire passer des véhicules de cette taille dans des environnements aussi restreints. On a aussi des aspects qui sont évitement d'obstacles. Les navettistes actuellement qui vendent ces navettes ou qui déploient ces navettes n'ont pas ce type d'algo qui sont capables d'éviter des obstacles. Tout de suite, vous poussez une poubelle sur la voie de passage d'une navette autonome, elle s'arrête, elle est incapable de l'éviter. Donc c'est des choses, on s'est amusé à tester notre technologie sur ce qui a des vitesses accrues et on voit que le véhicule, là, il n'est pas du tout adapté pour prendre, là on était à 30 km/h, il n'est pas fait pour rouler à ces vitesses-là. Et puis, dernière tendance, entre guillemets, on en entend parler en permanence, c'est l'intelligence artificielle. Donc on est en train de mettre des réseaux de neurones dans ces véhicules pour détecter des piétons ou détecter d'autres véhicules. Alors là, bon, c'est des séquences prises en zone urbaine. En haut, vous avez des petits rectangles verts qui sont la zone dans laquelle on a détecté un véhicule. Et en bas, vous avez des parallélépipèdes qui donnent la position du véhicule par rapport... Donc vous avez une représentation ici en vue de dessus. Et vous voyez qu'on est capable, par ce biais-là, de trouver la distance et l'orientation des véhicules par rapport à la caméra embarquée. Donc ça, c'est les nouvelles avancées. Donc c'est des choses qui deviennent de plus en plus intéressantes. Et pour conclure... donc les navettes autonomes, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est des modes de transport polyvalents. C'est-à-dire qu'au CHU Estin, c'était le mode ascenseur. Il y avait 2 bornes d'appel, une borne dans le parking, une borne sur le parvis, et puis l'ascenseur, il était horizontal, mais ça marchait comme
Lorsqu'on était sur le site Recherche Ladoux, où il y avait une flotte de véhicules, c'était en mode tram, c'était en mode taxi. On voit que c'est extrêmement flexible et c'est complémentaire. Je ne veux absolument pas dire que ces navettes-là vont remplacer les métros ou les trams ou des choses comme ça. Par contre, pour rabattre des personnes sur des stations, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, ça peut se déployer dans les sites industriels, ça peut se déployer dans les sites historiques. Je pense que c'est des mobilités un peu particulières et il y a vraiment un avenir pour ce type de véhicule. Avec la technologie qu'on propose, qu'on préconise, il n'y a pas d'infrastructure. Puisqu'on est dans un environnement fait par l'homme, il y a suffisamment de richesses pour effectivement s'en servir pour localiser ces véhicules. Bon, peu onéreuse, j'en ai largement parlé. C'est une technique qui est très flexible. Entre guillemets, faire tourner un véhicule dans cette salle, en 10 minutes, je vous fais la démonstration. C'est vraiment, ça se déploie très très vite. Et puis, je parle de cette salle, c'est justement que, à l'opposé d'un GPS différentiel qui a besoin de voir les satellites en direct, entre guillemets, ça marche aussi bien dans une salle qu'à l'extérieur. Donc, entre autres, par exemple, quand on était sur le site d'Airbus, on traversait les hangars et ça marchait de manière extrêmement rapide. Alors, perspective recherche, on en a. On a des choses qui sont sur l'évolution lente de notre base de référence, parce que si on est en hiver sans végétation, printemps, été, automne, c'est des choses qui vont changer. Il faut pouvoir le prendre en compte. Et puis, bien entendu, on veut chercher à éviter des obstacles dynamiques. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore de technique réellement pure. Alors, je vais en profiter pour prendre 2-3 minutes pour faire un peu le parallèle ou dire ce que je pense des véhicules autonomes versus navettes autonomes. Alors, les véhicules autonomes, tous les constructeurs nous les vendent pour demain. Carlos Ghosn, on en a parlé tout à l'heure, il dit qu'il y aura des véhicules autonomes 2025. Je n'y crois pas un instant. Ou alors, ce ne sera pas des véhicules autonomes niveau 5 tel que ça nous est promis. C'est-à-dire, ce ne sera pas un véhicule, vous ne pourrez pas monter dedans dans votre garage en lui disant « tu me transportes à mon travail à 25 km de là, et pendant ce temps, je prends ma lisette et puis je lis mon roman préféré ou je regarde la série que je n'ai pas pu regarder la veille. » Je n'y crois pas un instant. Alors, le niveau 4, oui. On va arriver à des situations plus sophistiquées qui vont marcher dans des contextes particuliers. Par exemple, je suis à peu près sûr que d'ici moins de 10 ans, on aura la possibilité d'enclencher une conduite autonome sur autoroute. Mais l'autoroute, c'est un site, entre guillemets, protégé. A priori, vous n'avez pas de véhicule qui vient à contresens, ça peut arriver de temps en temps, mais il n'y a pas de croisement, donc c'est plutôt simple. On va avoir ça aussi, je dirais, ce qu'on appelle le low speed following, c'est dans les embouteillages. Vous pourrez enclencher un bouton en disant « écoute, j'en ai marre de conduire, tu vois la voiture qui est devant, tu la suis et tu avances par pas de 10 mètres à chaque fois, et moi pendant ce temps, je fais autre chose. » Mais ça va arriver. L'autonomie complète, je n'y crois pas. Alors les navettes, par contre, c'est quelque chose qui seront en autonomie complète, elles, mais dans des sites semi-protégés, parce qu'elles partagent la voie avec des vélos, des piétons, autrement elles n'ont pas de sens. Mais ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont quasiment mûres et qu'on va voir arriver dans nos villes. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci de votre attention et s'il y a des questions, je veux bien essayer d'y répondre.